Bonjour à toutes et à tous, mes très chers amis. Bienvenue sur le 2.0. Nous sommes le 20-12-2020. Il est exactement midi 28. Alors, je vais revenir avec lui-même, bien sûr, sur l'intervention de Monsieur François Asselineau concernant l'interview donnée, qu'il a donnée, excusez-moi, chez Brut. Et on va mieux comprendre, comme je l'avais sous-entendu, que Brut est un média sous contrôle. Je vous laisse avec François Asselineau. Et bien sûr que nous allons tout de même à chaque fois faire un petit moment de pause pour revenir sur ce propos, sur ces propos. François Asselineau sur le 2.0 vidéo. Nous sommes en direct sur Brut pour un live exceptionnel avec le président de la République Emmanuel Macron qui va répondre à mes questions mais aussi les vôtres. Tout le monde s'est extasié que le président de la République aille sur un média considéré, un média web, considéré pour les jeunes, avec des formats assez séduisants d'ailleurs. C'est pas mal, Brut. Moi, ça m'arrive de regarder, je trouve que c'est pas mal. Alors, d'abord, comprenons pourquoi Emmanuel Macron a été sur Brut. Eh bien, je pense, ça c'est mon avis personnel bien sûr, qu'il sent que le côté complosphère, le côté Internet est en train de démasquer l'individu. Suite. À titre personnel, je ne suis pas sûr du tout que ce soit le rôle d'un chef d'État d'aller dans ce genre de médias. Je pense de façon globale que le chef de l'État devrait avoir une parole rare, devrait prendre la parole, j'allais dire, devant les Français peut-être 3, 4 fois par an maximum. C'était d'ailleurs ce à quoi Macron s'était engagé quand il avait pris ses fonctions. Il avait parlé de Jupiter, aussi de ça, qui filme le maître des horloges, ce serait la foudre qui s'abattrait. En fait, c'est devenu une espèce de diarrhée verbale. Macron, on en a plusieurs fois par semaine. Donc les Français, franchement, n'en peuvent plus, ils sont saturés. Et plus Macron bavarde comme ça, et plus sa parole s'affaiblit. Les gens en ont assez. J'ajoute que là, sur ce média, il a parlé quand même pendant 2h40 ou quelque chose d'extraordinairement long, alors que normalement, la parole du président de la République, qui n'a pas la même teneur que la parole du chef du gouvernement, elle doit être brève. Un discours d'un président de la République, ça devrait durer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes grand maximum, parce que il est là pour donner des orientations. Il n'est pas là pour discutailler, analyser en public, etc. Sauf dans le cas de conférences de presse, où là, il pourrait effectivement exposer plus en détail sa conception du monde. C'est exactement ce que faisait Charles de Gaulle, qui séparait bien les conférences de presse qui étaient longues des interventions qui étaient brèves. Donc, considère, pour ma part, qu'il n'avait pas à aller dans ce média, qui est un média web pour les jeunes, et il n'avait pas à parler aussi longtemps, surtout que sa dernière intervention dans les Français, c'était pour l'annonce du nouveau déconfinement, et voilà, on en avait déjà soupé. J'ajouterais enfin que ce média Brut peut apparaître comme un média un petit peu insolent, un petit peu poil à gratter, etc. C'est quand même bien à tort, puisque je rappelle quand même que ce média a été racheté, et pas pour rien, pour 10 millions d'euros, s'il vous plaît, par le milliardaire Xavier Niel. Le même Xavier Niel d'ailleurs, qui possède en tout ou partie l'Obs, Le Monde, le Huffington Post, Télérama, Courrier International, Le Monde Diplomatique, Nice Matin, et quand même des participations dans la Provence et dans Corse Matin. Voilà. Donc on a affaire à le média Brut, c'est, j'allais dire, la diversification de ce conglomérat en direction du web. Bien
sûr, je vous l'avais déjà confirmé, que ce média brut est un média du système. Donc, arrêtez de croire que les médias mainstream, les médias d'Internet, sont des médias totalement indépendants, ce qui est une totale hérésie. Suite. Mais bien, Xavier Niel est tout à fait ami avec Macron. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron est allé sur place. Je connais, j'ai vu les vidéos qui sont souvent pas mal faites, assez percutantes, du journaliste phare de Brut, M. Rémi Buzine, mais il ne m'a jamais invité à faire à débattre. Je le lui propose, je suis à sa disposition pour avoir la même couverture que M. Macron. Voilà ce que je dirais sur la présentation de cette affaire. Donc ce qu'on va mettre en place à partir de janvier prochain, c'est deux choses. D'abord, un grand sondage à partir de janvier sur une plateforme internet où les gens pourront aller dire en quoi ils sont discriminés et où. Il y a le contrôle au faciès, il y a le logement, il y a l'emploi, il y a des discriminations. La deuxième chose sur les contrôles, c'est qu'on va mettre en place une plateforme nationale avec un numéro d'appel, la possibilité de signaler, et ce sera géré par l'État, le défenseur des droits et des associations compétentes en la matière, en particulier la NICRA. Ma réaction personnelle, elle est spontanément très hostile à tout ce qui vient d'être dit. D'abord, pour une question de principe. M. Macron, depuis qu'il est à l'Élysée, nous annonce toujours des choses mirobolantes qu'il va mettre en place. Il va refonder ci, réformer ça, réinventer autre chose. On va voir ce qu'on va voir. Ça se traduit au bout du compte très souvent. D'ailleurs, il a été brocardé, et il est brocardé sur Internet pour cela. Ça se traduit au bout du compte par l'annonce d'un nouveau numéro vert. Un numéro vert où ça se perd dans les sables, parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de l'autre côté des fonctionnaires qui sont disponibles à merci pour lancer à chaque fois qu'il y a un. Donc déjà, on sait déjà ce qu'il en est arrivé de quantité d'innovations comme ça. La première par exemple, application Stop Covid qui a été un flop monumental. La deuxième, tous anti-Covid, on nous annonce, on ment, on nous annonce que le gouvernement n'aurait plus de 10 millions. En fait, il y a que 6 millions de personnes qui y sont, et ça n'a pas l'air très efficace non plus. Bon, là, il ne s'agit pas d'une application, mais il s'agit d'une plateforme. Voilà. Moi, je suis fatigué personnellement de tout ce genre de choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, oui, bien sûr, il y a des discriminations. C'est vrai, il peut y avoir des discriminations au faciès, comme on dit. Mais, ça n'est pas tout. Il y a aussi des délinquants. Et lorsque l'on reproche aux policiers de faire de la discrimination au faciès, j'aimerais que ceux qui reprochent ça, moi il se trouve que dans ma carrière, j'ai été, notamment lorsque j'étais élève à l'École nationale d'administration, j'ai fait un long stage au Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés, et ensuite, lorsque j'étais à l'ENA elle-même, j'ai eu l'occasion de nouveau de m'occuper de cette question. Donc je suis allé dans beaucoup de quartiers. Il y a une vie d'ailleurs qui est ce qu'elle est, qui est parfois très sympathique, très chaleureuse, avec des véritables liens d'amitié. Il y a aussi des réseaux de trafic de tout genre, de la violence, etc. Bon, moi je trouve que dans cette histoire, on en fait beaucoup dans un sens et pas dans l'autre. C'est-à-dire que là, Macron a voulu donner des gages à la gauche, à l'extrême gauche, etc. D'ailleurs pour rien, parce que les gens de gauche ou d'extrême gauche, je pense, ne voteront pas pour lui, et ils auront bien raison d'ailleurs de ne pas le faire, je veux dire, de ne pas voter pour lui. Mais qu'en revanche, je trouve que le président de la République a pris ses distances d'une façon que je trouve assez moche, et finalement fondamentalement irresponsable vis-à-vis des policiers. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, oui, ça arrive à des policiers d'être violents, mais ça arrive aussi aux gens qui le poursuivent de l'être tout autant. Je considère, pour ce qui me concerne, qu'on ne se rend pas suffisamment compte de ce qu'est la vie au quotidien des forces de l'ordre dans un certain nombre de quartiers. Et je pense que le président de la République n'est pas dans son rôle lorsqu'il prend ce genre d'initiative. Parce que ça revient au bout du compte
à montrer à la vindicte publique les forces de l'ordre. Lesquelles forces de l'ordre sont tellement entre le marteau et l'enclume, j'en connais. Nous avons des policiers à l'UPR parmi nos adhérents et qui me font part de leur mal de vivre et qui me font part aussi de la presque impossibilité maintenant d'exercer leur métier. Alors, quand on dit chasse aux faciès, oui, mais quand vous êtes dans des banlieues comme en Seine-Saint-Denis, mais pas seulement en Seine-Saint-Denis, où parfois 80% des habitants sont originaires de l'immigration, c'est difficile de ne pas faire ce qu'on appellerait de la chasse aux faciès. Moi, je considère personnellement que ça n'est pas avec ce genre de gadget qu'on va régler la question des discriminations, et je considère qu'en revanche, avec ce genre de gadget, on inscrit dans la population l'idée que tout serait en fait de la faute des policiers. Et si on met petit à petit dans la tête des gens que tout est de la faute des forces de l'ordre, il va se passer ce qui d'ailleurs s'est passé dans la foulée, c'est-à-dire que d'abord les forces de l'ordre, on ne va plus tout pouvoir trouver à en embaucher, et les candidats pour entrer dans les forces de l'ordre, leur niveau est souvent assez bas, parfois très bas. Deuxièmement, on peut avoir des phénomènes tout simplement de révolte. Et c'est ce qui s'est passé avec les deux plus grands syndicats qui en ont eu assez en disant nous appliquons les instructions que l'on nous donne. Et quand on essaye d'appliquer les instructions que l'on nous donne, en plus de ça, le gouvernement ou le président de la République nous donne un coup de poignard dans le dos. C'est comme ça que c'est perçu. Hein. Dans un métier qui est excessivement difficile, puisqu'il faut comprendre aussi que dans un certain nombre de circonstances, vous avez des policiers qui arrêtent des trafiquants de drogue et puis qui les revoient 4 jours après, ils sont sortis parce qu'ils sont passés en comparution immédiate, ils ont eu un rappel à la loi parce que les prisons sont bondées et ils retrouvent les mêmes délinquants en face d'eux qui se payent leur tête. Il faut quand même se mettre à la place des forces de l'ordre. Il faut quand même se mettre à leur place. Ça n'est pas un métier facile du tout, en plus pas extraordinairement bien payé. Et puis si en plus de ça, ils deviennent non seulement la cible de toutes les critiques, mais qu'en plus on met sur pied une plateforme qui est perçue, qui ne peut pas être perçue autrement que comme une plateforme non pas de signalement mais de délation, c'est pas bien. Quand je dis ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas punir et sanctionner les abus, bien sûr, mais c'est quand même globalement le cas. On peut déposer des plaintes dans les commissariats ou ailleurs, et il peut y avoir, on peut peut-être améliorer le système de l'inspection générale de la police nationale, peut-être faudrait-il que l'IGPN soit soustraite au ministère de l'Intérieur pour que ce soit placé ailleurs. Je pense que ce sont des évolutions. Mais fondamentalement, ça revient, ces histoires, à prendre le problème par le bout, par le mauvais bout. Le vrai problème de départ, c'est d'abord et avant tout un problème de chômage massif. Quand vous avez dans les quartiers 30-40% de la population, et notamment énormément de jeunes qui n'ont pas d'emploi, comment voulez-vous que la situation soit stable? Comment voulez-vous que ces jeunes n'aient pas progressivement envie, pour certains d'entre eux, de verser dans la délinquance? Ça, c'est une vérité, et tant qu'on n'aura pas réglé de façon fondamentale la question de l'emploi, on pourra toujours faire toutes les plateformes de délation que ce soit, il y aura des violences, et il y aura un cycle infernal entre la police, la justice, et puis un certain nombre de délinquants. Je voudrais dire encore deux autres choses, si vous me le permettez. La première, c'est que naguère, il y avait encore un certain nombre de travailleurs sociaux qui mettaient de l'huile dans les rouages. J'ai l'impression qu'un peu partout, les travailleurs sociaux se sont un peu volatilisés. La deuxième, c'est que je voudrais dire aussi autre chose, c'est qu'il ne faut pas connaître la police nationale pour penser que tous les policiers de la police nationale seraient tous blancs de peau. C'est totalement faux. Il y a eu la police nationale depuis maintenant un certain nombre d'années à recruter des agents qui sont le reflet de la société française d'aujourd'hui. Donc vous avez parmi les policiers, vous en avez des blancs, vous en avez des noirs, vous avez des policiers originaires des pays du Maghreb, etc., etc. Vous avez parmi les forces de l'ordre des représentants un peu de toutes les ethnies, de toutes les origines qui existent en France. D'ailleurs, mais
il y a une chose sur laquelle il ne revient pas, monsieur Assolino. Pourquoi y a-t-il de la diversité dans la police? Eh bien, déjà parce que c'est un métier qui est un peu déserté. De plus, il faut savoir qu'avec une communauté infiltrée quelque part avec la police, eh bien, c'est une façon pour eux de mieux savoir à qui ils ont affaire, dans le fond. Donc, cette hypocrisie, excusez-moi, monsieur Assolino, mais vous le savez, comme moi, que la police est désertée car peu de monde veut rentrer dans la police. 1. 2. Les travailleurs sociaux, revenons-en. Les travailleurs sociaux désertent. Pourquoi? Les salaires sont vraiment très minimes pour un travail, pour le coup, d'utilité publique. Les travailleurs sociaux, malheureusement, ne manifestent pas assez. Les travailleurs sociaux sont souvent, eh bien, zappés. On oublie leur travail de fond et aussi les formations sont à revoir et aussi la programmation du social dans le fond est à revoir. Nous ne sommes plus dans les années 1980, monsieur Assolino. SOS Racisme doit être dissolu. Suite. Une bonne chose que d'avoir fait ça. Voilà ce que je pense sur cette affaire. Je pense d'ailleurs que ça se terminera en eau de boudin, parce que ce genre de choses n'intéresse finalement pas grand monde. Et la réalité, c'est que M. Macron ne sait pas quoi faire. En revanche, il y aurait quelque chose pour lutter contre les discriminations, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Ces associations sont souvent le lieu, je ne caricature pas, ce n'est pas toujours le cas, loin de là. Mais elles sont parfois le lieu de celles et ceux qui, au fond, en même temps, vont leur expliquer un projet séparatiste, c'est-à-dire une idéologie, et utilisent l'enseignement de l'arabe pour les détourner de la République. Et moi, je crois à ce que j'appellerais une politique de reconnaissance. Quand vous connaissez l'arabe, que votre famille parle l'arabe en France, c'est une chance. Alors, encore une fois, l'hypocrisie certaine, si vous voulez. Alors, Emmanuel Macron a envie de récupérer le vote de la diversité, le vote musulman. Donc, pourquoi pas apprendre l'arabe à l'école? Dites-moi où est le problème. Mais M. Assolino trouve ça problématique. Je ne comprends pas. D'une, on apprend bien le chinois à l'école. De deux, on apprend bien l'anglais à l'école. Maintenant, on apprend même des langues que nous connaissons même pas. Il y a vraiment le choix dans l'apprentissage des langues. Alors, pourquoi est-ce que l'arabe pose un problème à M. Assolino? Alors, je vais répondre un peu à la question du pourquoi et de l'arabe. Alors, que les enfants apprennent l'arabe est très important pour leur pratique religieuse, aussi pour les parents qui veulent que leurs enfants apprennent et connaissent mieux leur religion. Et pas que leur religion soit dictée par les soi-disant fondamentalistes, wahhabites ou autres, comme ils disent, bien sûr. Suite de M. Assolino sur le 2.0. Là encore, je pense exactement le contraire de M. Macron. Sous ses propos mielleux, qu'il est là, on a l'impression qu'il va, qu'il vient, qu'il dit, c'est très souvent le cas, puis non, en fait, c'est pas souvent le cas, je veux pas caricaturer. Il y a un problème de départ, c'est que nous sommes en France. Et que de toute éternité, lorsque des étrangers sont arrivés en France, ils devaient apprendre la langue française et se fondre dans la collectivité nationale. Il n'y a d'ailleurs pas qu'en France. Il y a n'importe qui. Si vous allez demain vous installer en Russie, au Japon, au Paraguay, eh bien vous allez progressivement apprendre la langue du pays et les coutumes du pays. Ou alors, vous n'aimez pas, vous allez au Japon, vous n'avez pas envie de vous y installer définitivement, ben à ce moment-là, vous faites baragouiner à peine le japonais, vous restez dans votre cercle
d'expatriés, et puis après vous repartez. Donc il y a un point de départ que M. Macron élude complètement. On reviendra un peu plus tard pour la suite de la vidéo. Petit problème de bug et de plus, elle sera un peu trop longue. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à tout à l'heure pour la suite. D'ailleurs, je vais vous faire un petit débriefing sur la suite de la vidéo. Eh bien, Monsieur Asselineau dit que les étrangers qui adoptent la France, qui viennent s'installer en France, eh bien, devraient changer leur nom, se franciser, si vous voulez. Une idée totalement absurde, eh bien, qui fait que par la suite, ces gens qui viennent d'ailleurs se retrouvent complètement aliénés. Une pensée à Frantz Fanon. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. C'était Bye BHR, votre philosophe. Ciao.